Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Ce samedi, nous parlons de mon portefeuille personnel. J'espère que c'est la rubrique qui vous intéresse. Apparemment, c'est le cas selon le nombre de vues, le nombre de likes que je reçois d'habitude pour cette rubrique des vidéos. Donc, je vais vous présenter toutes les positions ouvertes dans mon portefeuille actuellement. Je vais vous parler ceux que j'ai achetés le mois dernier, ceux que j'espère d'acheter prochainement. Donc, je vais vous ouvrir tous mes sentiments de marché, toutes mes idées, bonnes ou mauvaises. Je vous répète que à chaque fois dans les vidéos que je suis un amateur, je suis juste un blogueur, il ne faut pas prendre toutes mes pensées comme des conseils d'investissement. C'est un petit disclaimer de ma part. Donc, vous voyez que j'ai un petit peu amélioré la qualité du caméra. Donc là, c'est une nouvelle caméra que j'ai eue pour mon anniversaire. Donc ça, c'est bien. Dites-moi si c'est mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux que auparavant. Voilà, donc comme d'habitude, au tout début de la vidéo, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, me mettre de like. Je vous répète encore une fois, c'est pas pour moi, désolé de vous demander à chaque fois, c'est pour YouTube, pour faire monter les vidéos dans la visibilité, pour développer notre communauté, pour que pour qu'on soit le plus en plus nombreux. Donc les likes, c'est super important. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne gratuite, vous avez un lien PayPal, vous pouvez faire une petite donation, ou évidemment pour moi, ce n'est pas le montant qui compte, c'est surtout l'attention, surtout le geste. Voilà. Donc je remercie ceux qui ont déjà fait des dons ce mois-ci. Voilà. Donc nous allons commencer à parler de mon portefeuille, mais au début je vais très rapidement parler de la situation macroéconomique, parce que je vous répète, 3 piliers, Mind de Cash, chaque fois si vous me voyez pour la première fois. Donc c'est l'analyse macroéconomique d'abord, ensuite l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc on essaie de jouer sur ces 3 tables. Donc, ensuite, je vais vous présenter mon portefeuille actuel. Je vais vous parler dans quel est le pourcentage des positions, quel est le poids de chacune des lignes dans mon portefeuille. Et ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. On va faire un tour aussi, évidemment, des actualités de presque toutes les entreprises que j'ai dans le portefeuille. Et à la fin, je vais vous parler de mes projets, non, en fait, de ce que je veux acheter prochainement. Voilà, donc de point de vue macro, en fait, j'enregistre cette vidéo juste pour vous prévenir le jeudi soir. En fait, du coup, c'est un peu les chiffres que vous allez voir, ça peut être un petit peu décalé par rapport à la clôture de vendredi. Donc là, je vais peut-être dire aussi des choses, vous allez voir si ça va chuter le marché le vendredi, vous allez dire que j'ai dit les bêtises. Bon, j'espère pas, c'est une petite blague pour commencer. Donc en tout cas, de point de vue macroéconomique, je vais rapidement faire un tour de mon tableau que je présente dans toutes les vidéos du dimanche. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, j'enregistre 2 vidéos par semaine. Il y en a une thématique le samedi, et le dimanche, c'est toujours une vidéo, ce que j'appelle Bourse Hebdo, où je parle de la situation, des actualités macro. Donc aujourd'hui, pour l'instant, ma pronostic de la correction pour le fin janvier, début février ne se confirme pas. Rejoignez la chaîne Telegram d'ailleurs, parce que là on a une croissance énorme de cette chaîne, donc là on a des discussions super intéressantes, je publie énormément d'informations, c'est pas parce que je fais la pub pour cette chaîne, mais surtout si vous tradez, si vous investissez, je pense que ça va être utile pour vous. Vous allez trouver la description, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien. Donc vous allez voir, c'est très très pratique. Sinon vous pouvez toujours désinscrire, donc ça coûte rien. Donc en tout cas, mon idée initiale, c'était que le décembre, janvier, ça serait les mois haussiers, donc ça j'avais raison là-dessus. Et moi je m'attendais vers début de février, peut-être fin janvier, là, le début de la correction. On a vu une petite correction la semaine dernière, mais par contre elle ne s'est pas confirmée cette semaine. Là je vous ai dit le dimanche dernier que les deux premières séances de cette semaine était déterminant, donc il était très haussier, donc et du coup c'était en ce qu'on appelle le bear trap, donc du coup une trappe aux ours qui short le marché, et maintenant apparemment la tendance haussière s'est repris largement de l'avant, donc et maintenant de point de vue macroéconomique, on est toujours dans le même concept comme depuis déjà je sais pas combien de mois. J'ai l'impression que rien ne peut ébranler ces marchés, donc ça monte, c'est une méga tendance, je dirais même, qui ne peut pas être renversé par aucune mauvaise nouvelle, parce que même des variations du virus n'ont pas arrêté cette tendance. Voilà. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, parce qu'il y a une vidéo dédiée à ce sujet, donc où je parle beaucoup plus en détail.
Voici donc mon portefeuille. Vous pouvez voir si vous suivez régulièrement la chaîne Mind de Cash que le design elle a un peu changé. Donc j'ai essayé de travailler un petit peu la présentation de mes actions en les regroupant par le secteur. Donc je vous rappelle la structure de la chaîne Mind de Cash que une fois par mois environ, je enregistre une vidéo sectorielle où je présente tout le secteur, quelles sont les actions qui m'intéressent dans ce secteur. Je vous explique pourquoi en tout détail. Donc j'ai déjà enregistré 2 vidéos cette année sur les secteurs de healthcare, Big Pharma, parce qu'au sein du secteur healthcare, il y a plusieurs sous-secteurs. J'ai fait une vidéo sur les accélérateurs d'intelligence artificielle qui fait partie de la secteur de la technologie. Ce sont des plus gros secteurs qui m'intéressent en fait à terme. Et il y avait une vidéo aussi qui était enregistrée à la fin de l'année dernière où je vous ai présenté ma répartition cible. En fait, c'est ce que en gros, comment je veux structurer à terme mon portefeuille. Parce que ce portefeuille, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, donc du coup, évidemment, je n'ai pas du tout ce que je vais avoir à terme, donc même loin de là. Et en tout cas, vous voyez, donc le projet Mind de Cash retrouve un peu sa cohérence dans l'ensemble, en fait. Donc du coup, toutes les vidéos sont complémentaires et font partie d'une stratégie d'investissement homogène que je présente en gros sur la chaîne. Après, évidemment, encore une fois, je vous répète que c'est pas le but de la suivre, c'est juste pour que vous puissiez comprendre ma façon de réfléchir, ma façon de construire mon portefeuille en bourse. Voilà. Donc là, j'espère que cette nouvelle présentation vous plaît. Mettez-moi un like si ça mérite au moins, parce que j'ai pas mal travaillé sur cette présentation. D'ailleurs, je suis très mauvais en termes de design, donc un petit like sur la présentation, ça m'arrangerait bien. Donc, voilà, donc je commence par les secteurs principaux, donc c'est le healthcare. La nouvelle action qui est apparue dans mon portefeuille, c'est le Merck, et j'ai renforcé encore la position sur le Roche Holding. Donc dans cette présentation, en fait, je vous montre mon PRU, donc prix de revient unitaire, donc parce que là, je fais plusieurs transactions, donc du coup c'est un prix moyen pondéré par quantité. Et je vous présente qu'il aussi dans la colonne max poids, en fait, ça c'est le pourcentage maximal que je suis prêt à consacrer à cette valeur, à cette ligne, donc, et le pourcentage, le poids actuel. Et dans la dernière colonne, je mets la performance approximative. Donc, concernant cette performance, il ne faut pas me challenger, s'il vous plaît, parce qu'en fait, il y en a certains, j'ai eu des commentaires, ils ne sont pas vraiment désagréables, il y en a eu un qui était désagréable il y a longtemps, mais en tout cas, je le mets à titre indicatif, juste pour vous dire que si je gagne beaucoup, si je perds beaucoup, etc. C'est pas le but. Le but, ce n'est pas de me frimer ou de me plaindre sur telle ou telle action, c'est juste pour vous montrer où j'en suis sur cet investissement-là. Il y a eu quelqu'un qui m'a mis un commentaire super agressif en disant genre ah oui, tu fournis aucune preuve. Donc déjà en fait dans l'esprit de MyDK, j'ai pas de preuves à fournir. Si vous ne croyez pas à ce que je raconte, donc vous pouvez juste désinscrire. Je vois pas l'intérêt d'écouter quelqu'un à qui vous ne croyez pas. Donc moi je vous vends pas les services de gestion de portefeuille derrière, vous voyez. Donc je vous propose pas de me payer pour que je gère votre argent. Donc du coup moi je n'ai aucun intérêt de mentir. Mais si vous le croyez quand même que je mens sur mes performances, bah autant de ne pas me regarder quoi, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc du coup pour la société Roche, je vais commencer par c'est la plus grosse pondération de mon portefeuille et encore comme je disais dans la vidéo consacrée au secteur de healthcare, c'est ma préférée, donc c'est la plus rentable dans les big pharma, donc je mets l'accent sur le mot big pharma, donc et celle qui travaille principalement sur le traitement du cancer. Ils ont aussi une branche qui pour les tests des Covid, donc en fait vraiment font des tests, mais ils ont aussi le vaccin qui est en élaboration. Par contre, ça ne fait pas partie des vaccins qui sont aujourd'hui homologués pour les shots. Je ne sais pas comment dire en français. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine russe, donc j'espère que je parle bien français, mais je peux perdre certains mots. Donc pour rappeler pourquoi j'aime tellement Roche, vous pouvez voir sur votre écran leurs performances opérationnelles sont juste excellentes, donc la rentabilité elle est excellente. Je vous je vous répète que pas toutes les big pharma affichent des performances aussi impressionnantes comme Roche, donc vous pouvez regarder même pour Sanofi, notre chère Sanofi française, c'est pas du tout pareil, même les américaines ne sont pas pareilles, donc Roche c'est vraiment une exception de point de vue de rentabilité. Au niveau de news flow, je vais vous montrer quelles sont les dernières actualités concernant Roche, ça c'est sur le site de Reuters, donc vous pouvez voir qu'ils sont en train
train de booster la production pour les tests de Covid. Donc ensuite, ils ont eu la feu vert pour le nouveau traitement Xofluza. Donc là, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, vu que le nouveau traitement, qu'il a eu un feu vert dans régulateur des médicaments, c'est une bonne nouvelle. Et que leurs tests fonctionnent pour les nouvelles variations du Covid. Donc du coup, en gros, le news flow pour cette société, il est très positif, mais en tout cas, le marché, il le price vraiment pas très cher. Donc, je peux vous montrer un petit peu vite fait l'image technique. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons un support qui est très marqué autour de 290. Moi, j'arrondis, en fait, moi, je ne crois pas vraiment à ces supports à centime près. Donc, disons autour de 300. En fait, autour de 300, j'accumule ma position sur roche. Si ça passe en dessous, je vais être encore plus agressif. Donc, du coup, sur ma répartition, si je reviens sur mon portefeuille principal, donc du coup j'ai encore pas mal, en fait je peux encore doubler ma position, même si il était déjà la plus grosse dans mon portefeuille, mais je suis prêt de la doubler encore dans mon portefeuille. Donc voilà, c'est donc tout ça pour dire que Roche, moi je trouve que vraiment aujourd'hui, même au prix actuel, c'est une opportunité. Donc Merck, j'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo qui sera accrochée à cette vidéo, des healthcare. Donc ça, Merck, c'était ma cible. En fait, je trouve que le dernier news flow négatif, quand Merck elle a abandonné le vaccin, en fait leur recherche au niveau de vaccin contre Covid, ça a créé en fait une news flow négatif et ça fait baisser le titre. Donc du coup, j'en ai profité pour ouvrir ma première position. Aujourd'hui, ça représente uniquement 1,2%. Donc, j'ai encore pas mal, j'ai encore pas mal à investir dans cette valeur. Donc là, je peux l'avoir en termes d'exposition. Je peux avoir le même niveau d'expo que pour Oroch Holding parce que moi, je trouve que c'est aussi une des meilleures Big Pharma. Voilà, moi, pour l'instant, je suis légèrement en négatif. C'est une position très récente. Donc, du coup, évidemment, je n'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Parce que tout simplement, elle n'est pas dans le hype du Covid. Et pareil d'ailleurs pour Roche, parce que Roche n'apparaît pas dans les médias sur la première ligne quand on parle du Covid, donc du coup ça ne monte pas. Et aujourd'hui, les marchés, évidemment, il est très très hype. Donc du coup, vous pouvez, bon, j'en parle dans mes vidéos de dimanche. Inscrivez-vous et regardez la vidéo demain. On va certainement en parler. Et du coup, ces deux entreprises qui sont de très bonne qualité, très rentables, qui ont des produits déjà très bien établis. Et en plus, elles sont assez généreuses de point de vue des dividendes. Donc, même si en fait, la plus-value se veut attendre, dans ce cas-là, ça ne me dérange pas d'attendre un petit peu parce qu'il y a les dividendes qui viennent avec. Donc, en gros, le temps sera rémunéré. Le temps d'attente sera rémunéré. Voilà. Ensuite, je passe sur sur un sous-segment de mon portefeuille qui est dédié aux biotech. Donc là, les deux premières lignes, ce sont des grandes biotech, c'est Biogen et Gilead. Donc je sais que je prononce pas bien, mais bon, je sais pas. Ensuite, il y a quatre autres lignes qui sont des expositions beaucoup moins importantes, mais sur les biotech qui sont plus risquées. Les petites biotech, ce que j'appelle la catégorie C, c'est les entreprises qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires et qui ont par contre un projet qui est très porteur. Et ce sont surtout les trois dernières, mais c'est le cas pour toutes les biotech, très volatiles. Encore une fois, je vous dis à chaque fois que quand vous investissez, pensez à la diversification d'abord, mais non seulement à la diversification, quand vous faites la diversification, il faut toujours penser au poids de chacune des lignes dans votre portefeuille. C'est pour ça que j'ai mis en avance cette nouvelle information sur ce nouveau format de présenter mon portefeuille. Et vous pouvez très vite remarquer que selon le risque de chaque dossier, j'ajuste le poids maximal cible. Donc vous voyez, pour Roche, c'est jusqu'à 5%, parce que c'est une société de telle qualité que que mes revenus dépendent de Roche, ça me dérange pas beaucoup, qu'elle contribue beaucoup dans les résultats de mon portefeuille, tandis que pour les entreprises comme Arctus, ça c'est une petite biotech, je peux aller jusqu'à 1%, et même à 1%, je trouve que c'est encore parce que je crois au projet. Il y en a certaines auxquelles je ne consacrerai jamais plus de 0,5% de portefeuille seulement. Mais même pour les grosses biotech comme Biogen, c'est une des plus grosses, il y a quand même beaucoup de volatilité. Ça, c'est vraiment un très bon exemple que vous allez voir. Il y a eu deux nouvelles sur Biogen le mois dernier, une bonne nouvelle et l'autre qui est moins bonne. Donc la première bonne nouvelle, c'est que la période de tests effectuée par la FDA, c'est l'organisation qui valide
les médicaments. Je pense qu'avec le Covid, vous le savez peut-être déjà, parce que c'est quand même pas mal communiqué en ce moment dans les médias. Donc, il y avait une très mauvaise nouvelle à la fin de l'année dernière, c'est que leur médicament le plus prometteur, en fait, sur lequel Biogen vise beaucoup, parce qu'ils ont en fait, une opportunité de devenir la première biotech, la première société au monde qui a produit le vaccin contre la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment quand même, c'est vraiment une révolution quelque part dans la médecine, et Biogen, il est très proche à effectuer cette révolution. Et donc, le mois dernier, malheureusement, FDA les a reporté en fait la décision sur Alzheimer au mars suivant. Donc, du coup, maintenant, ils ont éteint leur période de l'analyse, en gros, de leur médicaments. Et ça, c'était considéré comme une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la FDA voit le potentiel dans ce médicament et l'action, elle a flambé en bourse. Je ne sais plus combien de pourcents elle a fait. Mais par contre, il y a une autre nouvelle qui était moins positive, on va dire, ce que je vais vous montrer maintenant, que dans leur dernier trimestriel, ils ont déçu sur le médicament contre sclérose. Donc, vous voyez, donc, et ces deux nouvelles, elles ont quand même un peu perturbé le cours du titre. Je vais vous montrer ça, comment les biotech, à quel point les biotech peuvent être volatiles. Donc, ça, c'est vraiment un très très bon exemple. Voilà, Biogen, BIB, son ticker. Vous voyez cette bougie énorme en fait dans tous les sens, donc c'est vraiment incroyable. Donc là, vous voyez, donc ça c'est une énorme bougie verte, parce que là d'ailleurs j'ai acheté juste avant, donc j'ai eu de la chance. Mais bon, après ça a tout de suite revenu, donc je pense que quand même il faut être honnête, il y a eu certainement une manipulation de cours quelque part, j'imagine, parce que là, ces choses-là qui ne se passent pas par hasard. Mais dans tous les cas, ça c'était l'annonce juste avant la décision de la FDA que en gros, il était prêt d'accepter leurs médicaments. Donc, et du coup, après, ça a été démenti par la FDA, et donc du coup, les cours ont chuté. Donc ça a pris, je sais plus combien, mais ça c'est vraiment une flambée extraordinaire du titre. Vous pouvez voir sur votre écran que ça fait de 250 jusqu'à 360 presque, donc du coup ça fait une énorme move up, et après ça a retombé sur les niveaux avant cette crise, quand la FDA a dit finalement que on va reporter notre décision plus tard. Et maintenant ce dossier en fait, c'est ce dossier sur le médicament contre Alzheimer, traitement d'Alzheimer, c'est celui qui dirige le news flow de Biogen. Il faut vraiment, si vous investissez dans Biogen, il faut faire attention vraiment à ce news flow, parce qu'ils ont tout un tas d'autres produits et qui fonctionnent, qui sont déjà commercialisés, mais ça fera une révolution. Si jamais ça s'est confirmé par la FDA, l'action va exploser. Donc là, on voit déjà jusqu'à où ça peut aller à très court terme. Mais si ça ne marche pas, une chute possible, mais chute, pour moi, elle sera quand même assez limitée par rapport au potentiel de la hausse, si jamais ils arrivent à à obtenir cette validation de la part de la FDA. Donc, vous voyez, donc ici quand même nous avons où est-ce qu'on peut tomber. Donc là effectivement il est très bas à 220, donc ça fait quand même beaucoup par rapport au cours actuel, mais ça fait pas quand même énorme par rapport à là où on peut aller dans ce cas-là, si jamais ils ont, encore une fois, si jamais ils ont succès. Donc de point de vue rapport risque-rentabilité, je pense que c'est intéressant. Pour l'instant, je suis confortable avec ma position qui, euh, qui s'élève à combien là, je sais plus, à 1,5%, 1,5% de mon portefeuille. Et si jamais il y a une bonne nouvelle sur ce médicament, je suis prêt à passer à 3%. Et ça sera tout pour moi. Donc là, je vais garder Biogen dans mon portefeuille. Et d'ailleurs, en plus, je vous rappelle qu'il y a un dividende aussi qui est confortable. Voilà. Donc c'est tout sur Biogen. Donc on va passer, je vais zapper Gilead. En fait, Gilead c'est un spécialiste de hépatite C, et aussi il travaille justement sur le traitement de SIDA cette fois. Donc ils ont quand même aussi des médicaments qui sont déjà dans leur pipeline, qui sont déjà produits. Ils ont beaucoup de médicaments dans le pipeline. Mais par contre, il y a eu beaucoup de hype autour, surtout au début de la crise de Covid. Il y a eu un médicament, Remdesivir, qui était beaucoup critiqué, comme quoi il marche. Après, c'est pour le traitement, c'est pas les vaccins du Covid. Après, ils ont dit que non, ça marche pas. Il y a eu des commandes de l'Europe, donc il y a eu beaucoup de discussions sur un peu le lobby des différentes, un peu louches. Non, en gros, c'est un dossier louche. Mais par contre, ma position actuelle ne représente même pas 1% de mon portefeuille. Pour une grosse biotech, c'est pas énorme, mais c'est ma plus grosse euh, perte de portefeuille actuellement, parce que moi, je suis rentré en pleine hype.
j'ai pas acheté beaucoup encore une fois, mais quand même, je suis rentré en pleine hype, c'était un mauvais momentum, mais j'ai aucune déception encore une fois. Donc je la vends pas parce que moi je trouve pas que c'est une société mauvaise. Ok, je suis encore une fois, vous voyez, quand vous achetez des sociétés de qualité, quand même, ça me dérange pas d'être en moins-value latent. Parce qu'en fait, en gros, je sais que j'ai un actif qui est intéressant. Et donc, du coup, même si, bon, malheureusement, j'ai quand même, j'ai acheté sur le hype. J'espérais que ça va aller bien. Ça n'a pas marché. Mais maintenant, je reste quand même avec un actif qui est quand même raisonnable. Je ne vois pas Jelid faire faillite, vous voyez, par exemple. Comme ça pourrait être le cas sur les autres quatre entreprises que nous avons évoquées rapidement juste après. Voilà, donc je ne vais pas trop parler de Gilead parce que je ne vais pas trop préparer de nouvelles. Désolé. Après, je vais parler de CRISPR rapidement parce que bon, il n'y a pas eu de news important, mais en tout cas, c'est une performance extraordinaire dans mon portefeuille, donc depuis la meilleure de loin. Donc, j'ai touché à 160% en momentum. C'est un spécialiste de la rédaction de génome. En fait, j'en parle beaucoup, beaucoup dans mes vidéos précédentes. Je ne veux pas tout répéter. Je vous invite à revoir mes vidéos précédentes. Dans le mois dernier, j'ai fait une reallocation d'actifs. J'ai récupéré la partie des gains parce que j'ai plus que doublé ma ligne. J'étais proche de 200% de performance à un moment donné. Et je l'ai réinvesti dans son concurrent qui s'appelle Editas Medicine. Et d'ailleurs, le jour même de Editas Medicine, elle a monté de 60%. Donc j'ai acheté dans quelques heures, elle est montée. Et après, il a retombé. Mais encore une fois, je vous rappelle que les biotech, il faut faire attention, les petites biotech, ça va dans tous les sens. Si vous allez les acheter, je sais pas, à 10 à 20% de votre portefeuille, c'est suicidaire. Donc c'est vraiment suicidaire. Il faut faire attention à votre gestion de portefeuille. Parce que moi, je vous les ai présentes. Aucunement, c'est un conseil d'investissement. Mais si vous voulez acheter des actions de ce type, pensez toujours à gérer bien votre allocation d'actifs, ce qu'on appelle allocation d'actifs. Euh, Si vous doutez, posez-moi une question dans le Telegram, parce que là, je parle avec des personnes sur Telegram assez interactivement. Donc, si vous doutez comment pondérer votre portefeuille, peux éventuellement vous aider comme ça gratuitement. Elle n'est pas pour un like, pas de souci. Donc, mais en tout cas, là-dessus, je pense que j'ai droit de conseiller, mais bon, j'ai pas le droit de conseiller sur le choix des titres, mais donner mon avis sur comment il faut repartir votre portefeuille, ça pourrait être je peux vous le faire parce qu'en gros, ça n'engage à rien. Mais soyez prudent quand même quand vous investissez dans ce type d'entreprise. Voilà, une autre entreprise qui affiche en revanche une performance impressionnante, et c'est tout récent, c'est depuis un mois, même pas, je l'ai. Donc, ça s'appelle Arcturus Therapeutics. Donc, et eux, ils travaillent aussi sur le vaccin contre le Covid, mais par contre, c'est une espèce d'une plateforme pour création et de la commercialisation des vaccins. Donc, j'ai pas encore étudié en détail cette entreprise. La position reste vraiment minimale pour l'instant. Donc, et par contre, déjà, quand je l'ai acheté, tout de suite, elle a flambé. Mais par contre, encore une fois, vu que c'est pas une grosse position, c'est pas comme Rouge. Donc, du coup, même 67% presque de rentabilité, pour moi, bon, ça représente pas énorme en termes de nominal. Halogène, en fait, Halogène, j'aurais dû peut-être mettre cette ligne juste en dessous de Biogène, parce que c'est presque leur concurrent. Ce qui est intéressant, que les fondateur de, si je ne me trompe pas d'ailleurs, est-ce que j'ai peur de vous dire une bêtise, je crois que c'est les fondateurs de Halogène sont des anciens de Biogène qui ont vendu une technologie à je sais pas à qui, en fait ils ont à Gilead je crois, et là ils ont créé maintenant une société qui est spécialisée dans les solutions CAR-T. CAR-T c'est tout ce qui est traitement aussi de cancer. Je ne veux pas trop rentrer en détail parce que par contre j'ai collecté pas mal d'infos sur ce sujet et je vais peut-être vous faire une vidéo je vais faire une vidéo pour les biotech, ça c'est certain, c'est déjà prévu, mais je vais peut-être vous parler un peu plus des CAR-T dedans. Donc, juste pour vous présenter de quoi il s'agit, peut-être vous le connaissez déjà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes... D'ailleurs, je viens juste d'avoir une idée. Si quelqu'un d'entre vous un expert dans les domaines de technologie moderne, donc intelligence artificielle, les semi-conducteurs, ou bien healthcare dans les technologies comme édition de génome, ou bien CAR-T technologie, dites-moi ça dans les commentaires dans Telegram. On pourra faire une interview avec vous. Donc si ça ne vous dérange pas, parce que je cherche des experts dans cette matière. Parce que moi je suis, vous voyez, parce que moi j'ai un profil
déjà d'informaticien à la base. Après, j'ai fait beaucoup d'économies, de bourse, de trading, etc. J'essaie de plonger dans ces sujets, mais pour moi, je sens très rapidement mes limites de mes compétences dedans. J'ai lu pas mal sur les quartiers, je regardais les vidéos, ça me paraît vraiment porteur, ça me paraît vraiment quelque chose d'intéressant à investir. Mais si vous voyez que vous maîtrisez bien le fond du sujet, le fond du sujet fondamental sur un des éléments que je présente, sur une des technologies que je présente sur la chaîne, dites-moi ça dans les commentaires, comme ça on pourra organiser une interview pour que vous puissiez partager votre connaissance avec la communauté Mind the Cash. Vu que nous sommes déjà assez nombreux, donc je pense que si par chance il y a quelqu'un qui est un expert, par exemple, dans l'intelligence artificielle ou dans les processeurs, dans les semi-conducteurs ou dans la médecine. Je sais que j'ai vu des commentaires des gens qui travaillent, des personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc, mais si vous avez des choses à partager, dites-moi, ça serait avec un grand, grand plaisir. Et ça va enrichir en plus la chaîne. Donc voilà. Alors, donc maintenant on passe à la section de la technologie. Ça, c'est la deuxième grosse ligne, gros secteur où je veux investir massivement. Donc, la société Alteryx, que j'en ai déjà beaucoup parlé, donc vous pouvez revenir sur la vidéo précédente, c'est un spécialiste de data analyse dans le cloud. Ça fait longtemps que je l'ai. Et bon, là, aujourd'hui, c'est à 11%. Elle est assez volatile aussi, donc, mais c'est une action qui a plein de perspectives. Je vais passer directement sur SAP. C'est une récente acquisition que je fais au sein de portefeuille Mind the Cash. Et il y a quand même une news intéressante là-dessus parce que ils ont séparé leur branche de cloud, une société qui s'appelle Qualtrics en fait, et qui a fait son début sur Nasdaq. Il a monté de 40%. Donc là d'ailleurs, je n'ai pas trop suivi ce que ça fait sur Nasdaq. Ça s'appelle Qual. On va voir qu'est-ce que ça a fait depuis. Je fais live là, parce que là c'est quelque chose que j'ai pas trop suivi. Ah bah oui, effectivement, donc là depuis 3 mois, donc vous voyez, donc ça fait 28 janvier. Et ça, bon là ça fait vraiment beaucoup. Donc ça a commencé à 43 et ça a monté jusqu'à 54. Bon, pour être honnête, c'est pas spécialement un IPO le plus fou que j'ai vu dans ma vie, en tout cas. Donc, mais c'est quand même un début qui a réussi. Est-ce que c'est vraiment la bonne? Je parle de la bonne. Ouais, ça a l'air de ça. Donc en gros, bon, c'est pas fou, c'est pas comme Airbnb ou comme je sais pas, le Zoom ou quelque chose. Donc ça, mais en tout cas, c'est une introduction en bourse qui a réussi. Et le CFO de SAP, il qualifie que en gros, ça permet de revaloriser les actifs de SAP, les actifs cloud de SAP à juste titre, parce que visiblement, il trouve que les actifs de SAP, je pense en général, sont sous-valorisés sur le marché, et c'est vrai, c'est l'action qui n'est pas chère du tout au cours actuel. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dans mon portefeuille. Voilà, donc je vais avancer un petit peu plus vite pour que ma vidéo ne soit pas trop longue. Après, Cisco Systems, en fait, donc du coup, en fait, je parlais rapidement, ça fait un moment que je n'ai pas fait une mise à jour sur cette entreprise. En fait, je vais vous dire que j'ai spéculé sur cette entreprise en été, donc j'avais déjà une rentabilité réalisée de l'ordre de 15% l'été dernier. Et donc là, je l'ai revendu, j'ai racheté moins cher, maintenant je suis à plus 7. Donc du coup, ici, vous voyez, donc pour moi, les performances que je montre ici, mon but, ce n'est pas de vous frimer de mes perfs, mais c'est juste pour vous montrer, en gros, par rapport à la dernière ligne que j'ai, même si en réalité, j'ai plus sur Cisco. Donc, vous savez que c'est un spécialiste, évidemment, des réseaux, de tout ça, mais ils ont aussi, n'oubliez pas qu'ils ont aussi le système qui paraît comme Zoom. Je ne sais pas pourquoi ça ne valorise pas comme Zoom, mais en tout cas, il est pas mal utilisé. Ça s'appelle Cisco Webex, je crois. Donc, il fonctionne parfaitement, mais en tout cas, ça ne fait pas hype comme le Zoom ou comme les autres. Mais dans tous les cas, voilà, donc ça, il faut quand même tenir compte que fondamentalement, il a cette fonctionnalité également qui en va en poupe. Une actualité que je trouvais importante pour Cisco, c'est qu'il a réussi l'acquisition d'une société chinoise qui s'appelle Acacia. Donc ça, c'est un spécialiste dans les composants optiques. Donc, avec cette acquisition, ils veulent capturer plus le business des compagnies télécoms. Je n'ai pas trop étudié, évidemment, j'ai pas étudié cette entreprise en détail, mais dans tous les cas, c'est une acquisition de 4,5
milliards de dollars faite par Cisco. Et Cisco, c'est une société qui a du cash, donc je ne sais pas pourquoi elle n'est pas valorisée comme le secteur technologique en général, mais en tout cas, visiblement, c'est un peu considéré comme une vieille tech, on va dire presque pas, comme ça. Mais d'ailleurs, c'est un futur, pour moi, c'est un futur aristocrate des dividendes. Parce que déjà, les dividendes sont assez généreux au cours actuel, surtout pour le secteur technologique. Ils augmentent les dividendes systématiquement, donc du coup, ils ont une politique très généreuse envers les actionnaires. Et c'est une entreprise qui est très rentable en même temps. Donc, je vais juste vous rafraîchir, vous donner un peu un update sur ces, sur ces ratios. Hop, Cisco. Donc, à quel point elle est. Voilà, Cisco Systems. Donc, vous voyez, la rentabilité elle est 9 sur 10 selon les critères de Guru Focus. Donc, cette société, bon, au niveau de santé financière, elle est très performante et elle est sous-valorisée. Vous voyez, donc, c'est rare d'aujourd'hui, surtout maintenant, de voir les sociétés qui sont sous-valorisées. Mais Cisco, ça en fait partie, je ne sais pas pourquoi, c'est une très belle entreprise avec des perspectives assez claires. L'horizon, il est, en fait, ils ont de la concurrence, c'est pas la catégorie A, mais c'est une entreprise qui a vraiment l'avenir qui est quand même assez certain, et en plus avec une politique de dividendes très généreuse. Donc voilà, pour moi, ça reste un peu mystérieux pourquoi le marché la price relativement bon marché par rapport on va dire, aux normes de valorisation actuelles, qui sont très très généreuses envers les spéculateurs plutôt. Donc voilà, donc ça c'est une entreprise peut-être à considérer. Ensuite, la deuxième société que j'ai, c'était Citrix, si ma mémoire est bonne. Voilà, Citrix maintenant. Bon, Cisco, je ne vous ai pas dit, c'est 1,1% dans mon portefeuille, je peux doubler encore. Donc Citrix, c'est 1,8. Je l'ai acheté en pleine crise de Corona au début. J'avais mes performances qui étaient beaucoup plus importantes. Je frôlais à 40%, après il a retourné. C'est un spécialiste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spécialiste de travail à distance, de tout ce qui est vraiment d'actualité, avec la crise de Covid et maintenant surtout la nouvelle vie que nous allons certainement vivre après le Covid, où le travail à distance sera certainement généralisé dans pas mal d'entreprises. Elles vont voir les bénéfices, elles vont voir qu'il y a moins de frais, donc vont permettre de plus en plus à ces employés de travailler à distance. Et Citrix, elle est clairement positionnée sur ce secteur. Donc, je suis ravi d'avoir cette entreprise dans mon portefeuille et je trouve en plus qu'elle n'est pas très chère. Et l'actualité de l'entreprise que j'ai retrouvée avec pour moi, c'était une très bonne nouvelle. Vraiment, je pense que ça n'a pas été vu par le marché, mais pour moi, ça m'indiquait vraiment la bonne direction du management de Citrix. C'est qu'ils ont acheté pour 2,25 milliards de dollars, aussi un peu comme Cisco. Je les confonds souvent parce que les noms se ressemblent. Une société qui s'appelle Rike, qui est spécialisée dans la plateforme de project management. Donc vous voyez où ils veulent venir. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà spécialistes de travail à distance et maintenant ils veulent spécialistes de gestion de projets certainement à distance. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le secteur d'avenir. Et je vois que je vois tout à fait le potentiel et la compétence du Citrix de réussir dans ce domaine. Donc je pense que vraiment cette société est sur la bonne voie pour la croissance dans les années futures. Nouvelle acquisition dans mon portefeuille, j'en ai parlé récemment. La dernière vidéo que j'ai enregistrée dans la section secteur, vous allez trouver dans les playlists de la chaîne Mind the Cash la vidéo sur les AI accélérateurs, c'est de l'intelligence artificielle. J'ai parlé de semi-conducteurs, j'ai parlé des fabricants de processeurs, j'ai expliqué toutes ces différences des différents chipsets. Donc c'était assez technique comme vidéo. Elle est accrochée à cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Donc Intel, j'ai fait le premier pas, j'ai pas acheté beaucoup pour le moment. C'est une entreprise qui est, bon, je ne veux pas dire massacrée, mais c'est une entreprise qui est chahutée par la bourse, surtout comparée à son concurrent AMD, à cause de retard de Intel sur les processeurs de la nouvelle génération. Des processeurs de 7 nanomètres, voilà, si ma mémoire est bonne. Voilà, en tout cas, en gros, la différence est quand même très importante entre Intel et AMD, c'est que AMD, ils sous-traitent leur fabrication, ce qui leur permet de s'adapter très rapidement aux technologies, au monde technologique en mutation permanente.
Et donc, Intel, ils ont conçu leur business model à tout faire en interne, donc du coup, il est beaucoup plus rentable. Si vous regardez la rentabilité d'Intel, ça n'a rien à voir avec AMD. Mais par contre, Intel est condamné à être systématiquement en retard par rapport à son concurrent principal. Et tout comme pour Citrix, j'ai découvert une excellente nouvelle pour Intel et c'est là où j'ai franchi le cap. J'ai décidé de non, ça y est, je vais y investir. C'est que j'ai vu une nouvelle que le nouveau CEO qui est venu de la société VMware, qui est une société dans mon shortlist, euh, c'est, euh, il a dit que maintenant ils vont aussi faire du outsourcing. Donc du coup, ils ont exactement dans la même ligne de réflexion comme moi, donc moi je trouve que ça c'est le point faible pour Intel, et c'est le nouveau CEO qui veut régler ce problème, et donc du coup il a commencé à de sous-traiter une certaine partie d'activité Intel, ce que moi je trouve une décision intelligente, et quand j'ai découvert cette nouvelle, je l'écris d'ailleurs sur Telegram, toutes les nouvelles que je découvre, je poste immédiatement sur Telegram, comme ça vous inscrivez-vous et vous allez recevoir très rapidement toutes ces nouvelles. Et donc là, j'ai décidé que ça y est, c'est le moment de l'acheter parce qu'en plus, le prix il reste quand même attractif, même si j'espérais de l'avoir plus bas. Bon, ça n'a pas marché, mais j'utilisais ma stratégie de vendre des puts autour de 40, ça n'a pas marché, après à 44, je ne sais plus combien. En tout cas, à chaque fois, il expirait worthless, je touchais les primes. Et je n'ai jamais eu l'action, mais cette fois, j'ai décidé que non, il faut acheter l'action directement, et je l'ai fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert cette première ligne de Intel. Et si jamais le marché m'offre un prix meilleur, je vais la doubler évidemment pour attendre maximum 2% de mon portefeuille investi dans Intel. Voilà. Maintenant, je passe sur les autres entreprises. Voilà, nous passons dans la catégorie qui s'appelle les plateformes et les écosystèmes. Ici, je investis dans des entreprises qui possèdent des plateformes, des écosystèmes entiers. Donc ça, c'est vraiment souvent les catégories A. Donc c'est les entreprises qui ont des avantages concurrentiels énormes, voire plusieurs avantages concurrentiels des différents types. D'ailleurs, dans le jargon des investisseurs, ça s'appelle les moites. Donc les avantages concurrentiels, c'est les entreprises qui sont protégées par leurs avantages concurrentiels. Uber n'est pas encore le cas, mais pour moi, mon pari sur Uber, c'est que justement, ils vont devenir la catégorie A à un moment donné. Et dans le scénario optimiste que moi je vois comme probable, c'est peuvent devenir le prochain Amazon des services, ou sur le plateforme, sur le framework de Uber, on va être capable d'embarquer des différents types de business. Donc voilà, donc là je suis déjà à plus de 30% sur cette ligne-là, sachant que d'ailleurs elle a baissé récemment, donc j'étais même plus. Et le nouvelle qui, bon après je sais pas comment la considérer, est-ce que c'est une nouvelle breakthrough ou pas, mais en tout cas ils ont acheté pour un montant de 1,1 milliard de dollars une plateforme de distribution d'alcool sur demande qui s'appelle Drizzly. Donc, et ça s'inscrit évidemment dans leur business Uber Eats. Donc du coup, ils sont en train de faire la croissance externe pour augmenter leur réseau, leur chiffre d'affaires en gros. Mais sachez que Uber, c'est quand même une société très déficitaire. Donc on ne peut pas encore parler de... ils sont encore quand même loin de Amazon, on va dire. Donc ils ont encore tout à prouver. Est-ce qu'ils vont devenir... Pour l'instant, ça marche bien. Déjà, bon, Uber Eats, c'est son leader. D'ailleurs, Amazon s'est cassé dedans contre Uber. Je vous rappelle, c'était l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai augmenté mon exposition sur Uber quand j'ai vu ça. Donc ça veut dire que si Amazon qui a essayé déjà de lancer le service Eats, ils n'ont pas réussi de tenir la concurrence contre Uber, ils ont arrêté leur service, quoi. Donc ça montre quand même qu'ils ont quelque chose qui les distingue par rapport à la concurrence. Donc du coup, c'est pour ça que moi je suis assez confiant. Donc vous voyez déjà, l'exposition n'est pas si petite. Je suis prêt d'augmenter, mais je suis pas prêt d'aller trop loin. Parce que j'attends plutôt que les plus-values vont me mener à 2% d'exposition. Et je ne veux pas le rééquilibrer, mon portefeuille. Parce qu'en fait, juste pour vous dire que si vous avez déjà une ligne qui a fait beaucoup de performance, bon, évidemment, son poids dans votre portefeuille global va augmenter au fur et à mesure que l'action monte. Et donc, du coup, à un moment donné, vous allez dépasser votre poids cible. Et donc, vous devrez faire ce qu'on appelle le rebalancing ou équilibrage de portefeuille. Dans ce cas-là, vous allez devoir vendre une partie et investir ailleurs pour respecter ce principe de diversification et de la cohérence dans le poids de chacune des lignes de votre portefeuille.
Parce qu'en fait, le but, c'est que votre PNL final ne soit pas trop dépendant d'une ou plusieurs valeurs sur lesquelles votre portefeuille il est trop investi. C'est ça l'idée en fait. Donc c'est pour ça que je pense que je pourrais faire d'ailleurs une vidéo. Je ne sais pas si c'est pas suffisant ce que je dis, si c'est pas clair. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé pour de ce sujet vraiment de gestion de portefeuille dans les grandes lignes. Je vais peut-être lancer, j'en parle tout le temps, je vais peut-être lancer des formations théoriques sur l'investissement. Mais pour l'instant, je veux faire ça correctement et du coup, j'ai pas malheureusement le temps pour le moment. Bon, l'action que j'ai encore augmentée, c'était Alibaba, parce que sur Alibaba, on a eu des nouvelles, on a eu des très bonnes nouvelles. Déjà, Jack Ma, elle est vivant, il est rentré, il est redevenu public. Donc là, parce que quand je l'ai acheté, parce que l'action chutait, il n'arrêtait pas de chuter, parce qu'il y avait des soupçons que quelque chose s'est passé, il a disparu de tous les médias à un moment donné quand il s'est engueulé avec les autorités chinoises. Donc finalement, donc il est vivant, il a trouvé une solution, et la société Ant, qui sa branche financière, elle a eu des licences de l'État chinois, donc ça veut dire qu'ils ont trouvé une solution. Donc et maintenant, je pense que vraiment Alibaba, c'est ça vraiment, je trouve que quand même, elle a toujours du potentiel, même si elle a repris pas mal ce dernier temps. Ouais, donc moi je pense que c'est quand même, bon, peut-être pas techniquement, mais je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller à ces plus hauts historiques, parce que finalement, si le risque qu'ils s'engueulent avec l'État chinois euh, sont en train d'évaporer, plus ou moins. Donc dans ce cas-là, cette société il a quand même beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux sociétés en Chine sur ce secteur. C'est de majors, peut-être il y en a encore d'autres, mais il y a Alibaba et JD.com. JD.com, ils sont proches au pouvoir chinois, et le pouvoir chinois, évidemment, va leur donner des avantages parce que c'est quand même un pays assez administré. Et donc, et Alibaba, c'est son propriétaire, il est issu des musulmans chinois, je crois, si je ne me trompe pas. C'est pour ça d'ailleurs le nom qui est un peu oriental. Et donc, lui, il est plus, je ne veux pas dire anti-système, mais il n'est pas coupant avec le parti, on va dire. Donc JD.com, c'est peut-être, mais JD.com d'ailleurs, sont plus hauts historiques. Je pensais de les mettre dans le portefeuille aujourd'hui, mais finalement, je préférais d'attendre parce que j'espère quand même d'avoir une petite correction. Mais j'aimerais bien voir les deux entreprises dans mon portefeuille, à peu près au même poids. Parce que je ne sais pas qui va gagner dans cette bataille. Peut-être l'État chinois va laisser les concurrencer entre elles. Je sais pas quelle est la politique de Xi Jinping par rapport à ce genre d'entreprise, mais pour moi c'était assez évident quand j'investis dans Alibaba qu'ils ne vont pas laisser couler une des meilleures entreprises de leur pays, parce que c'est un peu quelque part la fierté de leur pays quoi, aussi. Voilà, tout ce qui concerne Alibaba. Et la dernière position en fait que j'ai, c'est une nouvelle position également, mais très petite, c'est Facebook. C'est une entreprise extrêmement rentable, mais là pour l'instant elle passe une période assez compliquée. Moi j'ai profité pour faire comment dire, un step in dans cette boîte. Vraiment la position représente rien dans mon portefeuille pour le moment. Juste déjà pour la suivre, pour commencer à les suivre régulièrement. C'est une entreprise que je veux absolument avoir dans le portefeuille, même si j'ai une page Facebook pour Mind the Cash, mais j'aime pas trop ce service pour être honnête. Moi, là, typiquement, par exemple, aujourd'hui, j'ai essayé de poster mon post type classique de Daily Bourse, et j'arrivais pas, ça ramait tellement, ça ne s'ouvrait pas leur machin. J'ai tout le temps des problèmes de paramétrer les pages Facebook, ça me casse les pieds vraiment ce truc. Et du coup, je suis très ravi de retrouver Telegram, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fonctionnel. Bref, mais en tout cas, l'avantage concurrentiel sur les réseaux sociaux de Facebook, il est incontestable. Donc, et donc du coup, moi, je suis obligé de l'avoir dans le portefeuille d'une telle ou telle manière. Donc évidemment, je peux monter beaucoup plus haut parce que c'est un monopoliste des réseaux sociaux, hein. Même s'il y a d'autres qui apparaissent rapidement, elles peuvent les acheter. Ils ont plein de cash, ils sont très rentables. Mais aujourd'hui, ils se sont engueulés un peu avec Apple. Ils sont sous le risque de administration, de plus de réglementation de la part de l'administration de Biden. Bref, il y a des risques pour ce type d'entreprise. Et les risques sont bien, bien présents. Voilà, donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au portefeuille actuel. J'ai quelques idées, je ne veux pas encore vous les dévoiler. Inscrivez-vous à la chaîne Telegram, vous allez facilement deviner quelles sont les entreprises qui m'intéressent pour acheter bientôt, à court terme. À la fin de cette vidéo, je voulais vous présenter la répartition de mes lignes principales
dans le portefeuille. Donc ça, c'est un screenshot que je fais sur mon broker des Giro. D'ailleurs, je suis en train de passer sur IB. Je pense dans les prochains mois, je vais faire de passer mon portefeuille chez Interactive Brokers. Mais en tout cas, c'est juste pour information, vu que je suis ouvert, je vous parle de mes projets pour cette année. Donc le plus gros poids, c'est Roche Holding. Ensuite, c'est Citrix. Ensuite, c'est Biogen, Uber Technologies, Alteryx, CRISPR, mais c'est surtout parce qu'il a monté. Ensuite, c'est Merck, BP. Ah, d'ailleurs, BP, juste, j'ai oublié de vous mettre. Quand je fais le nouveau design, j'ai oublié de parler de BP. Donc, bon, j'ai du BP, voilà. C'est la seule ligne que j'ai dans l'énergie et je l'ai investi parce que ils ont investi le plus dans les énergies renouvelables. L'énergie renouvelable, c'est mon objectif absolu pour cette année. Donc je pense que je vais faire une vidéo sectorielle là-dessus très prochainement. Et je vais y investir, c'est sûr, mais j'ai commencé par les majors et j'ai acheté BP en pleine crise. Je l'ai acheté très, 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 très bas. Et donc, du coup, maintenant, je le garde pour le dividende. J'ai toujours, même après la baisse, après la déception sur ces résultats, j'ai toujours plus de 30% de bénéfices, donc je suis content. Donc, je compte pas de la vendre. Donc, vous voyez que c'est quand même, ça présente certains poids dans mon portefeuille. Ensuite, Cisco, SAP, Alibaba maintenant, et après Gilead, Intel, c'est déjà des petites pondérations dans mon portefeuille Mind de Cash. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. C'était 47 minutes, c'est long ma vidéo. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je sais qu'il y en a certains qui préfèrent les vidéos longues, d'autres préfèrent les vidéos plus courtes. En tout cas, maintenant, je mets toujours dans les descriptions les timecodes. Vous pouvez, si les sujets qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les skipper. Ça ne me dérange pas. Mettez-moi des likes, c'est important s'il vous plaît, des likes, c'est pour le développement de la chaîne, elle est gratuite, je pense que le like, c'est pas compliqué. Donc pour ceux qui veulent soutenir, évidemment, vous pouvez faire une petite donation, je remercie encore une fois pour ceux qui ont déjà fait. Et j'espère de vous revoir demain pour la bourse hebdo, si vous n'êtes pas inscrit, faites-le, n'oubliez pas. Et on se dit à demain, à très bientôt, et Mind du Cash, bye bye.